Mon slogan, c'est la galère, c'est le bonheur. Bienvenue dans Génération Voyage Solo, le podcast qui te fait sauter le pas. La France est le meilleur pays du monde. Aujourd'hui, je reçois Bébert qui s'est lancé le défi de faire le Tour de France de 1924 à vélo avec un concept original, aller à la rencontre des Français en prenant l'apéro avec eux sur sa route. C'est le Tour de France de l'apéro et il revient sur ses 4000 premiers kilomètres, seul à travers la France, de l'origine du projet à son impact au quotidien. Bonne écoute. Mec, à 110 bornes ce soir, là, c'est extrêmement engagé, mec. Et tu les fais en combien de temps, les 110 bornes? Ça dépend du nombre d'apéros sur la route, mais... Il y a des apéros sur la route? Ouais, bien sûr, mec. Salut Bébert, comment tu vas? Salut Marco. Mec, ça va super. Je me suis levé un peu tard ce matin, là. Écoute, ça va super. Une belle journée ensoleillée à Mulhouse. Et c'est quoi le programme de la journée là? Le programme de la journée, alors c'était un départ à vélo à 9h du mat, normalement. Et là, comme tu vois, il est 11h du mat. Donc on est sur un retard de 2 heures, ce qui est pas énorme. Souvent, les retards... les départs sont souvent vers 13h, avec l'apéro de départ. Donc là, le départ va se faire vers midi, 13h, je pense. Et le but, c'est d'aller à Strasbourg. 110 km. Et il y a déjà un habitant qui nous loge à Strasbourg. Une personne qui me suit, qui a rempli le formulaire, là. Donc on est déjà attendu à Strasbourg. Et donc le but, c'est de pas aller jusqu'à Strasbourg et se laisser porter par la vie sur le chemin, quoi. Tranquille. Trop bien. Et là, comment tu te sens après toutes ces étapes là? Est-ce que tu es un peu fatigué? Parce que le rythme, ça doit enchaîner, quoi. J'ai l'impression que tu fais vélo, apéro tous les jours. Ça va ou pas là ce matin? Le cumul se fait ressentir, ouais. Le cumul se fait ressentir, mais en fait, il y a tellement d'énergie qui est dégagée chez les gens que je rencontre. Si tu veux, c'est ce que je donne sur le vélo avec les gens. En fait, je le reçois fois 10 avec tous les gens que je rencontre. Entre hier, rencontrer un ferronnier, rencontrer un fermier. En fait, les rencontres sont extraordinaires, sont toujours locales. Et l'apéro, écoute, je tiens le coup. Il y a des moments qui sont compliqués, je vais pas te mentir, hein. Hier, faire 70 bornes de nuit après 12 vins chauds, une fondue et 4 punches. Pas évident. Non, mais pas évident dans les faits techniques. Techniquement, c'est pas évident. Mais c'est local, on découvre les régions, la bouffe, c'est super, quoi. Donc, je tiens le coup, écoute, hein. J'adore. Trop bien. Mais justement, avant de parler de ton Tour de France de l'apéro, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, parler un peu de ton parcours? Je m'appelle Adrien Berner, on me surnomme Bébert. Je suis un garçon né en 2000, j'ai 24 ans. J'ai un double diplôme d'ingénieur de l'école des arts et métiers, donc j'ai fait 2 ans de prépa à une école d'ingénieur et aujourd'hui je me suis formé avec 1 an de théâtre d'improvisation. J'ai envie de devenir acteur, comédien, humoriste, monter sur scène, faire des aventures. J'ai envie de faire beaucoup de choses, plutôt liées au monde artistique et plus au monde ingénieur. Et c'est toujours ce que j'ai voulu faire et voilà, c'est le moment où je me suis lancé cette année en mai 2024 et j'ai concrétisé tout ça le 20 juin avec le départ en Tour de France de l'apéro. Dans quel sens toutes les idées sont arrivées? Est-ce qu'au départ, tu t'es dit je veux faire des apéros, le vélo, ça va pouvoir tout lier? Ou est-ce qu'au départ, tu t'es dit je veux faire le Tour de France d'il y a 100 ans? Alors tout a démarré en Australie. En Australie, c'est l'année où j'ai commencé un peu à faire des vidéos. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est l'année où j'ai commencé à faire des vidéos, faire rire les gens. C'est là où j'ai découvert un peu cette passion-là. Et c'est aussi l'année où j'ai traversé la côte Est en stop avec un pote, avec mon ukulélé, et où je me suis lancé maintenant dans ma première aventure seule, qui est la traversée du désert à vélo. Et la manière dont j'ai construit ce projet désert à vélo en Australie est la même manière dont j'ai construit ce projet aujourd'hui au Tour de France de l'apéro. C'est sous 3 piliers, et ça a toujours été les mêmes piliers. Aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes objectifs de fond, puisqu'il y a l'envie d'autant plus de devenir acteur, de faire un film. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'ambition et de rêves aujourd'hui plus concrets, mais c'est les 3 mêmes piliers en fait. Donc je vais les citer, parce que je sens que tu vas me poser la question, donc je vais y anticiper. J'allais te la poser. Donc en Australie, j'ai bossé pendant des mois et des mois là pour avoir des sous de côté, acheter le vélo. Le vélo que j'ai aujourd'hui, c'est le vélo de l'Australie. Les t-shirts, le short, les chaussures, tout vient de ce projet à vélo. C'était la première fois que je me lançais à vélo de ma vie. J'ai une blessure à la cheville, les hauts niveaux de tennis qui m'empêchent de courir et de faire des efforts extrêmement intensifs au niveau de la cheville, donc de la course, etc. Et le vélo était le seul sport où en fait je pouvais me donner à 100% sans avoir de douleur. Du coup, extrêmement satisfaisant pour un mec qui a fait beaucoup de tennis à haut niveau, enfin à bon niveau entre guillemets. Donc c'était très satisfaisant, ça a démarré de là, déjà l'idée du vélo. J'ai lu un livre sur Rémi Camus, un aventurier qui a traversé le désert en Australie en courant, et en fait moi je m'étais dit je vais faire une autre traversée mais à vélo. Donc le projet, 3 piliers. Premier pilier,
c'est dépassement physique et moral. Donc dépassement physique et moral, c'est le dépassement de soi, c'est aller au-delà de ses capacités, au-delà de ce que l'on croit pouvoir faire, en ayant un peu de folie, mais de la folie qui est contrôlée, quoi. Donc en fait, c'était traverser du coup 2500 km à vélo avec une remorque de 70 kg dans le désert sans eau potable. Donc ça, c'est le titre un peu du défi que j'ai fait de Perth à Broome. Donc c'était ces 2500 km. Donc ça, c'est le premier faire un sport que j'ai jamais fait de vélo avant. Donc dépassement de soi, physique et moral. Parce que physiquement et psychologiquement, c'était extrêmement dur. Et avec de l'entraînement et du mental et du travail sur soi, on y arrive. Et c'est dans le dépassement de soi qu'on se découvre beaucoup soi-même. C'est quand on se pousse dans des extrêmes limites. Ça, je l'ai beaucoup fait avec les scouts, dans le cadre du scoutisme pendant 15 ans. Et j'ai beaucoup appris ça là-dedans, notamment, et dans le tennis, aussi à haut niveau, dans les compètes. Et j'essaie de retranscrire ça en premier pilier. Deuxième pilier, aller à l'inconnu. Pas avoir de chrono, quoi. C'est-à-dire se laisser libre en improvisation, rencontrer des gens, apprendre des autres, écouter les gens, vraiment se nourrir de ce chemin, se nourrir des rencontres. Vraiment, le deuxième pilier, c'est les rencontres, aller à l'inconnu, pas savoir où dormir, mais que ça ne te stresse jamais, quoi. Croire au destin et y aller, quoi. Juste rouler et on verra ce qui se passe, quoi. Et le troisième point, c'est aider. Alors, aider, il y a plein de manières d'aider dans la vie. T'as des milliers d'ONG, t'as des milliards de manières d'aider sans lever des fonds aussi. Faire rire des gens, c'est une manière d'aider. Inspirer des gens, c'est une manière d'aider. Mais moi, je voulais vraiment aider concrètement une cause. Et une cause qui me tient à cœur, c'est l'accès à l'eau potable. Et je connaissais bien une ONG qui s'appelle Mille et une fontaines. Et du coup, j'ai levé des fonds pour l'accès à l'eau potable pour les enfants au Cambodge. Et donc 2 euros apporte 1 an d'eau potable pour un enfant à l'école au Cambodge. Et le but, c'était d'aider 5000 enfants dans 20 écoles. Et du coup, 5000 enfants, du coup, lever 10 000 euros pour apporter 1 an d'eau potable dans les écoles. C'est des jerrycans d'eau de 20 litres qui sont filtrés, etc. par l'ONG en prélevant de l'eau des lacs pollués avec une technologie UV. L'idée, c'était d'acheter les bonbonnes d'eau et les mettre dans les écoles. Et pour ça, j'avais besoin des gens. Donc, j'ai fait donc la pub, du coup, j'avais un lien, moi, sur Instagram et sur LinkedIn, quoi. Et les gens donnaient sur le lien et 2 euros, c'était 1 an d'eau potable. Donc, j'ai levé pour le Cambodge. Aujourd'hui, c'est pour Madagascar. C'est la même ONG. Un pays qui me tient à cœur parce que j'ai habité à l'île Maurice pendant 8 ans quand j'étais petit. Madagascar, c'est pas loin, donc ça me tenait vraiment à cœur de lever des fonds pour ces 12 écoles à Mada aujourd'hui, là. Mais en Australie, c'était 20 écoles au Cambodge. Donc voilà les 3 piliers, quoi. Dépassement de soi, aller vers l'inconnu, aider. Et voilà, donc c'est ces 3, si tu veux, piliers-là que j'ai écrit sur une feuille en Australie. Je me suis lancé, j'ai acheté le vélo, j'ai acheté la remorque. Je suis parti sur la côte ouest, vraiment en impro, quoi. J'avais pas de temps d'entraînement, j'avais jamais fait de vélo de ma vie. Donc je savais qu'il fallait que je fasse attention au début et que j'aille mollo, etc. J'ai eu des grosses douleurs aux genoux, j'ai eu plein de problèmes, plein de galères. J'avais jamais changé de chambre à air de ma vie. J'ai pété dans plein milieu du désert, sous cagnard, insolation. Enfin, mais c'était que du bonheur, quoi. Et c'est ce que je dis, moi, pour les gens qui ne me connaissent pas. Mon slogan, c'est la galère, c'est le bonheur. De toute façon, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et j'essaie toujours d'avoir le sourire, toujours rester positif. Même dans les moments où les gens perdent le contrôle, moi, je suis toujours calme et j'essaie toujours d'être positif, de garder le sourire, quoi. Donc la galère, c'est le bonheur. Et je galère beaucoup, mais les galères, c'est les meilleurs souvenirs. On se souvient toujours des moments où on a galéré, des moments qui étaient durs, que ce soit de la pluie, une randonnée, un machin. C'est ça, c'est ces moments de vie où tu es en communion avec la nature et tu galères, quoi. Et c'est gérer ces galères-là qui te font grandir et où tu apprends beaucoup sur toi. Donc voilà un peu ce projet en Australie, ce que c'était. Et c'est là où j'ai démarré les vidéos aussi, sur Insta, où je publiais mon aventure, si tu veux, de manière humoristique, mais assez simple. Et c'était très cool. Et c'est après l'Australie que je me suis lancé dans le théâtre directement. C'était un peu un gros déclic, l'Australie. Et comment t'es passé de cette aventure en Australie au Tour de France de l'apéro? Très bonne question, Marco. Quand je suis rentré d'Australie, je suis rentré en août après ce projet. Donc il y avait une euphorie assez dingue autour de ce projet. Donc c'était assez euh, prenant de rentrer, assez bizarre de rentrer vraiment chez soi. C'est un peu le théorème de l'aventurier ou du voyageur, quoi, qui d'un coup rentre chez lui à Paris ou dans le sud, chez ses parents et complètement bousculé. Et moi, quand je suis rentré, j'ai attaqué un stage de fin d'études dans les énergies renouvelables dans le cadre de mon école d'ingénieur. Et le premier truc que je me suis dit en rentrant, j'ai dit, je quitte pas mon pays, je quitterai plus jamais la France tant que j'ai pas fait le Tour de France et que j'ai pas appris à connaître mieux mon pays. Ça m'a un peu marqué d'avoir traversé le désert et d'avoir fait 3000 bornes à l'autre bout du monde. Et je me suis dit, bah, moi j'ai beaucoup voyagé en France, mais je connais pas mon pays, quoi. J'ai envie de faire pareil en France. D'où l'idée de faire le Tour de France à vélo. Et j'ai ramené mon vélo d'Australie, le même là, et je me suis dit, je vais faire le Tour de France. À la fin de mon stage, voilà, c'est ça qui est né de base.
Et en regardant un peu les courses qu'il y a eu du Tour de France, très rapidement, je me suis dit que j'allais faire celle d'il y a 100 ans, de 1924. Euh, Parce que là, c'est la deuxième course la plus longue de l'histoire. Donc aujourd'hui, moi, je redessine l'itinéraire de cette course pour faire le plus long Tour de France de l'histoire des Tours de France. Donc je fais 6000 km aujourd'hui. Et le plus long, c'était en 1926. C'était 5545 km, je crois. Aujourd'hui, je fais genre 5700, quoi, en gros. Et je fais les mêmes étapes qu'il y a 100 ans, donc de 1924. 15 étapes, et je fais les mêmes. Et donc cette idée de Tour de France est née comme ça. Et après l'apéro. Alors l'apéro, comment est né l'apéro dans le Tour de France de l'apéro? Donc il y a d'abord eu l'idée du Tour de France à vélo pour découvrir les paysages, la culture, le pays, les gens, quoi, vraiment dans le terrain et rencontrer les Français, dormir chez eux, etc. Et en fait l'apéro, j'ai créé un concept cette année que j'ai dû publier, je crois, sur TikTok ou je sais plus, mais je voulais me régaler. En fait, les week-ends, je me faisais chier à mourir à Aix et je voulais vraiment revivre ces rencontres le week-end, quoi. Ça me manquait trop. La vie banale de rester dans un coin fixe me traumatisait un peu, quoi. Et donc j'ai créé un concept qui s'appelle À la rencontre des locaux. Donc à la rencontre des locaux, en fait, j'achète un apéro. J'achète un apéro, je vais dans des villages perdus en France, par exemple à Saint-Véran, la plus haute commune d'Europe, un petit village en France en novembre, quoi, donc dans des zones pas du tout touristiques. Je toque aux portes avec mon ukulélé, je chante en proposant d'offrir l'apéro à l'habitant. Je demande son prénom, je lui fais une chanson et je propose d'offrir l'apéro en échange d'un moment convivial ensemble. Et je finissais mes week-ends à dormir chez l'habitant, faire les trois villageois, dormir dans deux maisons différentes. Et j'ai fait 6 villages comme ça. Et je passais sur M6, il y a M6 qui m'avait contacté. On avait fait un 13 heures avec eux. Et là, je me suis dit, bah, à la rencontre des locaux, Tour de France de l'apéro. En fait, je me suis rendu compte tout simplement que l'apéro, alcool ou pas, hein, il n'y a pas forcément d'alcool dans mon projet. Bon, il y en a, parce que bah, les gens là en France aiment l'apéro, hein, mais c'est plus apéro, c'est comme la clope, si tu veux. C'est un moment convivial, quoi. Enfin, surtout l'apéro. L'apéro, c'est un moment où t'es réunis, t'oublies tous tes problèmes, tu profites, tu parles de la vie, tu sais, avec tes potes. Enfin, je sais pas toi, Marco, tu vois, mais tout, on est tous avec nos potes. À l'apéro, Carrément. c'est la régale, quoi. Fin de journée, apéro, on se régale avec nos potes. Et si tu veux, j'ai voulu faire le Tour de France de l'apéro, notamment pour ça, parce que ça a été pour les rencontres. Et quoi de mieux de rencontrer des gens autour d'un apéro? Donc, Tour de France de l'apéro. Et c'est parti sur des 5 km par jour, 6 apéros par jour. Enfin, là, c'est devenu un sport, quoi. C'est devenu Il faut un, non, mais tenir je le te le rythme, dis. hein. Je te le dis, non mais je vais être honnête avec toi, alors je sais pas si on le mettra dans le podcast, mais quand j'ai démarré le Tour de France le 20 juin, je suis parti j'ai fait une vidéo la veille à l'arrache, que j'ai fait que ce micro là, que j'ai monté, que j'ai posté, je suis parti le lendemain avec mon ukulélé, je savais pas où j'allais dormir le premier soir, et je me lançais dans 6000 bornes, quoi, c'était complètement fou, et j'ai vomi aux deux premières étapes, Le Havre, Cherbourg, Capoute. Le corps n'était pas du tout prêt en fait à prendre autant d'apéros et à ce que le projet marchait énormément sur le terrain, quoi. C'est-à-dire que les réseaux, c'est une chose, mais sur ce qui se passait sur le terrain quand je débarquais en vélo dans les villes, avec mes sacoches, mon vélo de 40 kilos, c'était fou, quoi. C'est-à-dire que je prends un apéro dans chaque village où je vais, quoi. Donc je faisais vraiment des journées, apéro de départ, 3 apéros dans la journée, un apéro d'arrivée. Tu te couches à 1 heure, tu repars le lendemain à 10 heures, et ça s'arrête pas, quoi. Et c'était extraordinaire en rencontre, hyper enrichissant. Et ça l'est toujours aujourd'hui, là, parce que je suis encore en train de le faire. Et voilà d'où est né l'apéro. C'est pour les rencontres et les moments conviviaux, rencontrer des gens, apprendre des autres. C'est juste pour ça, quoi. Donc ouais, là, tu me parlais de ton premier jour qui était quand même un peu difficile. Comment, avant même de partir, tu te sentais? Est-ce que tu appréhendais quand même ce Tour de France? Est-ce que tu avais des peurs? C'était quoi ton mindset? T'as toujours peur. Mais c'est de la peur qui est positive. C'est de la peur qui te fait aller de l'avant. T'as deux peurs dans la vie. T'as la peur qui empêche les gens de réaliser leurs rêves, qui empêche les gens de prendre des risques et d'oser. Et t'as la peur qui te fait faire des choses, mais qui te protège. C'est de la bonne peur. C'est normal d'avoir peur. Et moi, c'était pas cette peur-là, c'était plus, j'ai eu mon diplôme, moi, en mai. J'ai fait une grosse dépression en février avant d'avoir mon diplôme, mon double diplôme d'ingénieur. J'étais perdu dans ma vie, je voulais faire complètement autre chose, mais j'y croyais pas encore assez. J'avais pas encore assez de confiance, d'acteurs ou de gens dans le milieu professionnel pour me lancer là-dedans. Et c'est vraiment les castings, des cours Florent, des cours Simon, des stages. J'ai fait 1 an de théâtre, mais j'ai fait des stages derrière, là, juste avant mon diplôme, où j'ai eu l'avis de profs qui m'ont dit, mec, fais ça, quoi. L'avis de jeunes, qui m'ont dit, mec, c'était trop bien de jouer avec toi. Enfin, du coup, en fait, je me suis dit, ok, c'est bon. Et cette peur que j'avais du Tour de France, c'était pas une peur, mais c'était un message. Si tu veux, tous mes potes, moi, ingénieurs, commerce, t'es tous en CDI, quoi. Donc, avec un salaire, etc. Et moi, je me suis lancé. J'ai eu cette dépression aussi qui m'a ouvert les yeux. Je suis sorti de l'hôpital avec le ukulélé en main, en faisant rire les infirmières. Enfin, c'était magnifique, quoi. Et je suis sorti de là, j'ai parlé à mon pote qui est prêtre et on s'est dit, mais putain, mais en fait, c'est ça, quoi. Moi, ce qui me passionne, c'est transmettre des choses, c'est faire rire les gens, c'est voir des choses dans le visage des gens,
transcrire des émotions, des pleurs, des rires, tout, quoi, et inspirer des gens. C'est ça qui me transperce, quoi. Et du coup, ce Tour de France, cette peur, c'était en fait, je m'étais dit, moi, au fond de ma tête, ce Tour de France va changer ma vie. Et c'est vraiment ce que je me suis dit. Donc moi, tu sais, t'as la peur des parents, t'as la peur des proches, et putain, mais les gens ont toujours eu confiance en moi parce que je sais toujours les gens savent toujours que ce que je fais, c'est réfléchi, et il y a un sens, ils ont pas peur dans le sens où, voilà, je suis un garçon réfléchi, je réfléchis à ce que je fais, je vais pas dans le vide, je sais où je vais, mais là, il y avait quand même un inconnu fort qui était, bah, je suis personne. Je suis personne, j'avais 10 000 personnes sur Insta, si tu veux, je levais des fonds pour Madagascar. Je veux être acteur, je veux me faire connaître avec ce projet, mais sans vouloir, quoi. Je veux avant tout prendre du plaisir et le faire pour moi, quoi. J'ai toujours fait les choses pour moi. Le jour où j'arrête de les faire pour moi, j'arrêterai, quoi, et je ferai autre chose. Et j'avais cette peur de me dire, ce Tour de France va changer ma vie. C'est plutôt une belle étoile, quoi. Un destin qui m'a dit, Bébert, fonce avec ton vélo, parce que j'avais plein de doutes, hein. Je voulais pas y aller. Je me suis dit, putain, refaire l'Australie, c'était quand même dur psychologiquement, de pédaler, de rencontrer des gens. C'est dur, quoi, faire des vidéos, c'est dur, ça prend du temps moralement. Et je me suis dit, mais Bébert, ça va changer ta vie, et tu vas kiffer. Et se lancer dans une grosse aventure comme le Tour de France, c'est forcément prenant, en fait. T'as forcément des doutes au début. Tu te dis, mais comment ça va bien se passer, vu que je vis que de l'impro et de rencontrer des gens, aller à l'inconnu. Tu te dis, mais c'est quoi l'inconnu? Il y avait un X dans l'équation que je connaissais pas. Il y avait un Y qui était comment je vais tenir physiquement un vélo. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de vélo. La dernière fois, c'était en Australie, et je me suis luxé le genou. J'ai perdu mon genou, mais je suis allé au bout du truc. Il y avait plein d'inconnus, si tu veux. Mais la seule inconnue qu'il n'y avait pas, c'était mon rêve, devenir comédien, devenir acteur, monter sur scène, faire des aventures. Ça, mon rêve, c'était pas une inconnue. Il était réel, faire rire les gens. Et c'était le seul truc qui n'était pas une inconnue. Et je suis parti de ce truc que je connaissais de moi, cette capacité à pouvoir aller au bout des choses et réaliser un défi sportif et faire rire les gens, inspirer les gens. Et je suis parti de ça. C'est le seul truc que je savais, entre guillemets, faire, et que je m'étais dit, bah, je vais tout faire pour y arriver, quoi. Et tout le reste, c'était des inconnus. Et je me suis lancé. Et dès la première heure, dès la première seconde sous la Tour Eiffel avec mon ukulélé, où j'ai fait une photo avec mon collègue qui m'a pris en photo, je savais que c'était une bonne idée de partir, quoi. J'ai toujours su que c'était une bonne idée, mais entre se donner l'idée et se lancer, il y a toujours un step à faire. Qu'ont tous les aventuriers, hein, même ceux au Vendée Globe à l'heure où je te parle, hein, un jour avant le départ, les mecs ils se pissent dessus. Hein. Ils se rendent compte que c'est là, quoi. Tu pars, quoi. Tout ce travail, donc c'est ça. Hein, c'est vraiment le moment où tu pars qui est beau. Hein, et c'est ça que j'ai vécu. J'avais pas de sponsor, j'avais rien. Je suis parti en impro. Un lien pour lever des fonds pour les enfants au Cambodge. Ma gueule, mon ukulélé et mon vélo de 40 kilos que j'appelle mon petit poney, quoi. C'est mon petit poney Patrick. Et voilà. Trop bien. Et ouais, je trouve intéressant ce que tu dis. Entre une idée et puis bah, la concrétiser, il y a vraiment un gap énorme. On a tous des idées au final. Et surtout, quand on est dans une période aussi difficile que celle que tu as traversée, comment on fait pour concrétiser son idée? Est-ce qu'il y a un jour où il y a eu un déclic, où il y a une illumination en toi? Bah, il y a eu, si tu veux, la confiance en soi qui te permet d'écouter ton instinct et faire tes idées, elle prend du temps. Hein. Avoir confiance en soi aujourd'hui, avec la société dans laquelle on vit, c'est dur déjà, et toutes les gens n'arrêtent pas de se comparer, etc. Ça prend du temps. Moi, il y a eu l'élimination en Australie de faire du théâtre, puis la dépression où j'arrivais pas au bout de ce projet, et c'est compliqué de se lancer dans le milieu artistique, quoi. Et cet hôpital, tu vois, que j'ai vécu pendant 10 jours, c'était quand même hyper intensif, etc. Je prenais un peu de médicaments, j'avais du mal à me stabiliser parce que j'étais très angoissé. Enfin, j'avais un vide énorme dans ma vie où tout le monde, personne n'a jamais eu de doute sur moi. Tout le monde m'a dit, mais bébé, en tous les cas, tu y arriveras. Et là, arrive au diplôme, mais c'est ce que vivent plein de jeunes. Hein. Arrive au diplôme, t'es là, mais putain, mais qu'est-ce que je vais foutre avec ce diplôme? Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, en fait? C'est quoi ma vraie passion? Qu'est-ce qui me transcende, quoi? Et en fait, moi, ce qui me transcendait, c'était pas du tout de l'ordre de l'ingénierie, en fait. Je suis très curieux, je suis passionné de plein de choses. L'ingénierie me passionne toujours, j'adore ça. Mais c'était pas du tout ma passion, mon rêve, quoi, en fait. Et quand aujourd'hui mes potes me voient vouloir être acteur, comédien, tout le monde, depuis les mecs au lycée, hein, ils me disent, mais mec, je le savais dès le lycée, quoi. Tu vois? Si tu veux, ça choque personne ce que je fais, parce que ça paraît normal, mais moi, le temps que de se convaincre que t'es bon là-dedans, d'avoir la confiance en toi, ça prend du temps. Et le déclic, moi, j'ai vu quand les infirmières m'emmènent avec ma mère le ukulélé dans ma chambre à l'hôpital. J'écris une chanson à toutes les infirmières, tous les patients de l'HP. Hein, j'étais en HP et je suis parti le lendemain, quoi. Et c'était la folie, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est si simple, quoi. La vie est si simple, la vie est si belle. Et j'ai vécu un épisode tellement sombre, enfin un épisode sombre qui m'a fait réaliser qu'en fait, mais t'as qu'une vie, quoi. Pourquoi passer sa vie à faire un job qui te plaît pas, à pas être heureux? C'est dur d'être heureux. Hein. C'est pas évident aujourd'hui, hein, d'être heureux, d'avoir un accomplissement professionnel. C'est pas évident et ça se travaille. Il faut trouver son rêve et après il faut le réaliser.
trouver son rêve, c'est pas évident. Tu vois, moi, je suis parti en Australie pendant 1 an. C'est en voyageant seul en Australie que j'ai trouvé un peu mon moi, quoi. Putain, en fait, j'aime faire des vidéos, j'aime jouer, je veux être comédien, je veux transmettre des choses. C'est ça qui me passionne, c'est le côté artistique. Ça, je l'aurais jamais eu si je n'étais pas allé en Australie. Voyager seul, ça te permet de découvrir personnellement, d'apprendre des autres, d'apprendre de toi et d'avancer. Deuxième step, réaliser tes rêves. Passer de l'idée à l'action. Et ça, c'est le deuxième step. Et c'est extrêmement dur. Parce qu'il faut avoir confiance en soi. Il y a des risques. Il y a toujours des risques dans la vie. Toujours des risques. Mais c'est ça qui est dur. Et quand je suis rentré sur cet hôpital, j'étais un peu déterminé par faire ce Tour de France. Mais pas tant que ça, en fait. Parce que j'ai fait mon rapport de stage, j'ai eu mon stage, j'ai eu mon diplôme. Et derrière, j'ai cherché des jobs. En septembre. Des CDI. Et je t'ai pris dans plein de boîtes en CDI. Je vais pas les citer, mais des boîtes dans les énergies renouvelables, dans le conseil, dans l'ingénierie pure. Et j'avais des jobs. Et en fait, il y a un jour, je me suis dit, mais stop. Arrête de calculer. Et en fait, c'est écoute ton instinct. Et pour moi, la plus belle intelligence de l'homme, c'est d'écouter son instinct. Ça qui est beau chez l'homme, c'est d'écouter son cœur, son instinct. Qu'est-ce qu'on a au fond de nous? Parce que ce qu'on a au fond de nous, notre instinct, c'est les meilleures idées possibles. Et transcrire ces idées à l'action, c'est extrêmement compliqué. Donc moi, j'ai enlevé tous mes CDI en septembre. Je me suis dit, je pars faire ce Tour de France avec l'idée folle que ce tour va peut-être changer ma vie. Je sentais quelque chose. Je sentais que partir avec mon vélo, faire des blagues en France, partir rencontrer les gens, ça allait changer ma vie. Une rencontre où je sais pas de quelle manière, mais il allait se passer quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé personnellement. Et c'est la meilleure intelligence d'être parti sans trop de plans, quoi. Tu vois, il n'y avait pas de plan. C'est pas, je fais ça le 20 juin, le 24 juin. Je pars le 20 juin à 16h. Il n'y avait pas d'autre plan. Il y avait les plans de faire les étapes de 1924, mais c'est tout, quoi. Mais c'est ça qui est beau, en fait. C'est de prendre un moment dans ta vie où tu écoutes que ton instinct et tu fais vraiment ce que tu suis ton cœur, quoi. Et passer l'idée à l'action, comme tu dis, bah, c'est dur. Il faut beaucoup de courage. Il faut croire en soi. Il faut croire en son projet. Il faut croire au fait que, il faut aller au bout, en fait. Parce que le pire des sentiments dans la vie, pour moi, c'est le regret. Et il faut pas avoir peur. La peur, c'est l'ennemi de la vie. La peur qui t'empêche de faire des choses, la peur qui t'empêche d'aimer ton partenaire, la peur qui t'empêche de donner confiance en quelqu'un, c'est la pire des peurs. Il faut avoir peur. Il y a la peur positive, il faut avoir peur. Il faut toujours avoir. La peur, c'est un contrôle, si tu veux. Il faut avoir peur parce que la peur te jauge. La peur te fait dire là, attention, elle te met en garde. La peur, elle est bien, elle est importante. Elle te fait prendre conscience des risques. Mais il faut pas avoir peur de se lancer. Il faut pas avoir peur d'essayer. Il faut pas avoir peur d'échouer. La peur d'échouer, c'est la peur que vivent, je sais pas combien de pourcents des gens en France, mais dans le monde, beaucoup de gens. Et je l'avais aussi, tu vois. Et il faut pas avoir peur d'échouer. Il faut oser, il faut tenter, il faut échouer. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, Marco, et même pour toi, hein, t'as tenté de créer ton podcast, c'est pareil. T'as osé. Échouer mène à la réussite. Il faut échouer pour réussir. Donc le chemin du succès pour réussir, ça passe par plein d'échecs, plein de galères. Et c'est ce que je vis aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, je vis un monde d'échecs et de galères, mais c'est tous les jours. Mais c'est tous les jours. Mais je sais où je veux aller et de mes débuts, ceux que je vis aujourd'hui, j'en rigolerai dans 10 ans, quoi. Mais c'était le bonheur. Je préfère largement ce que je vis aujourd'hui, peut-être que ce que je vivrai dans 10 ans, je sais pas, mais les débuts, si tu veux, c'est le bonheur de faire son chemin vers tes rêves, et de galérer, c'est le bonheur. Et j'ai pas peur d'échouer et j'ai vraiment que les gens aient envie d'entendre ça, quoi. N'ayez pas peur d'échouer, quoi. Osez. Osez et écoutez votre instinct. Tu vas forcément attirer de la peur chez les autres, mais c'est normal. Écouter son instinct, c'est différent et c'est aussi être différent des autres et forcément tu vas bousculer un peu des gens. Mais ce qui est important, c'est que tu te retrouves avec toi-même. Et si toi, tu es bien avec toi-même, tu vas inspirer beaucoup de gens parce que quand tu es bien avec toi-même et que tu es passionné par ce que tu fais, ça s'entend, ça se sent, ça se voit et ça inspire des gens. C'est vachement important si tu veux. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans des jobs en France ou partout dans le monde, hein, bloqués dans un job qui les plaît pas, comme moi j'allais faire si j'allais signer mon CDI, quoi. Tu vois, d'être bloqué dans un job qui te plaît pas, t'arrives pas à t'en sortir. Quoi faire si t'arrêtes le job? Comment se lancer? On n'a pas d'argent. Moi, j'avais pas d'argent. Tu vois, j'avais des sous de côté parce que j'avais monté ma boîte Expectable. J'avais un peu de sous de côté. J'avais distribué des sports en France pendant mes études, lancé des marques, etc. J'avais un peu, mais pas beaucoup. Donc j'ai démarré ce Tour de France où je dépensais de l'argent que j'avais de côté, quoi. Donc c'est réfléchi, quoi. J'avais des sous de côté. Je savais que je pouvais réaliser tout le tour sans sponsor. Mais il faut croire en ses rêves, il faut croire en soi. Et la confiance en soi, ça prend du temps. Si t'arrives pas à te lancer aujourd'hui, que t'arrives pas à écouter tes idées et te lancer, c'est ok. Moi, j'ai mis du temps à le faire, c'est ok. Prends le temps. Prends le temps de t'écouter, prends le temps de voyager, prends le temps de t'exercer. Si tu veux chanter, bah, va faire des chorales, entraîne-toi. Tu seras jamais Roger Federer si tu fais pas 1000 revers en un mois sur le long de la ligne. T'as beau avoir du talent, il faut le travail pour réussir. Ouais, bah en vrai, c'est un hyper beau message. De toute façon, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et je pense que vraiment, ce qui résume tout, c'est un peu ce jour-là. Il me semble que tu avais dit le 20 juin où tu t'es dit
j'ai juste une date, je pars et je sais rien d'autre. Et au final, je pense que c'est ça vraiment la clé, c'est de pas vouloir tout savoir, tout préparer. Et ça, c'est un piège. Ça, c'est le piège. Et moi, pareil, quand j'ai sorti ma première vidéo, je savais pas où j'allais, je n'avais pas plus d'idées que ça. Et je sais même là, tu vois, 7 mois après, c'est toujours pareil, tu vois. Je sais toujours pas, mais c'est en créant que tu vas savoir, c'est en faisant C'est en les créant choses que que. exactement. C'est en faisant que tu vas te rendre compte de choses, que tu vas jauger, que tu vas réévaluer, que tu vas te réorienter, etc. Mais il faut se lancer, il faut y aller, quoi. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est en faisant. Et dans le son que j'ai sorti cet été, là, le son sur Tour de France de l'apéro, lève-toi de ton canapé, c'est dans le mouvement, ce que je dis dans le refrain, c'est con, mais c'est dans le mouvement qu'il se passe des choses. Si t'es assis là dans ton canapé toute la journée, il se passera rien. L'essence de l'homme, c'est de marcher. Marcher, c'est l'essence de l'homme. Marcher, rencontrer des gens. Il faut être dans le mouvement, peu importe. Aller courir, aller visiter un salon, aller rencontrer un mec qui fait le métier que tu rêves. C'est dans le mouvement qu'il se passera des choses et que tu rendras compte de plein de choses. Dans le voyage, il y a plein de manières d'être dans le mouvement aujourd'hui, il y en a plein. Mais la pire, c'est d'être scotché sur son téléphone et d'être chez toi et de pas bouger. Parce que les gens, ils pensent être dans le mouvement sur leur téléphone aujourd'hui. Non. Le mouvement, c'est le terrain, c'est la vie, c'est les rencontres, c'est transpirer le regard des gens, c'est partir, c'est aller dans des salons, des métiers, c'est bouger, quoi. Il y a plein de manières de bouger à petite échelle, partir 10 km, 5 km, parler à ton voisin. Si je sortais le portail, j'allais parler au voisin de droite. Mais ça, c'est dans le mouvement, ça. Faire un voyage d'1 an, c'est d'être dans le mouvement. Il y a plein de manières d'être dans le mouvement. Et comme tu dis, c'est en faisant qu'on se rend compte des choses, qu'on apprend des autres, et du coup qu'on apprend sur soi et qu'on grandit. Voilà. Carrément. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la partie préparation, parce que bah, tu fais quoi, plus de 100 km par jour. Ça demande quand même un minimum physiquement. Et comment tu as fait? Et est-ce que c'est justement en faisant, et plus tu pédales et plus c'est facile, ou tu t'es quand même un peu préparé avant? Bah, j'avais pas fait de vélo pendant un an, pendant une année. La dernière fois que j'avais mis mon pied sur un vélo, c'était dans le désert en Australie. J'ai plus remis un pied sur un vélo pendant un an. J'avais fait un peu de Vélib à Paris pour me déplacer, quoi. Une semaine avant de partir, quoi. Mais non, il n'y a pas eu d'entraînement. Il y a eu de l'entraînement sportif, évidemment, dans l'année. J'ai fait du CrossFit et beaucoup de théâtre et du CrossFit. J'ai nagé, voilà. Après, j'ai un problème de cheville qui m'empêche, j'ai un peu couru, tu vois. Mais je suis quelqu'un de sportif de base, mais zéro niveau de vélo, quoi. Le vélo, c'est un sport. C'est comme si demain je te dis, fais du saut à la perche, quoi. Bah, si tu t'entraînes pas au saut à la perche, bah, t'arriveras pas à utiliser le saut à la perche. Bah, le vélo, l'avantage du vélo, si tu veux, parce que, par exemple, demain, si je faisais le Tour de France en courant, je partirais pas comme ça, comme je l'ai fait. Je suis parti sans entraînement, là, avec dans l'entraînement. J'ai pas fait de vélo, en fait, zéro. Je fais zéro vélo avant de partir. Zéro. J'avais jamais fait de vélo avant l'Australie. J'ai pas refait de vélo pendant un an. Mais j'avais du CrossFit, voilà, physiquement, j'avais quand même vécu une dépression qui m'avait quand même vachement atténué physiquement aussi, mais j'ai repris derrière tout de suite le sport. Mais pas de vélo, en fait. Je m'étais dit, je vais faire 6000 bornes. Pas que ça à faire de faire du vélo avant, quoi. Je vais déjà en faire 6000. J'ai pas du tout envie de m'entraîner à faire du vélo, tu vois. Mais par contre, je savais qu'il y avait des risques sur le genou, donc je savais, voilà, j'ai vu des kinés, etc. J'avais vécu l'Australie sur le vélo, un peu les blessures, donc je partais un peu avec cette idée folle de sans entraînement, mais voilà, j'avais un niveau sportif. Je m'étais entraîné, si tu veux, dans l'année, mais pas en vélo, quoi. Et donc, en fait, je m'étais dit, j'en avais parlé avec mon cousin qui est kiné, je m'étais dit, bah, je vais m'entraîner en faisant le projet. Donc, premier jour, je fais 50 bornes. Toi, demain, je te mets sur un vélo, tu les fais les 50 bornes avec moi. Je pars du même niveau que n'importe qui en France, que n'importe quel jeune. J'ai pas de niveau de vélo, j'ai fait le désert en Australie, mais c'était il y a un an. Avant le désert en Australie, j'avais jamais mis mon cul sur un vélo, quoi. J'avais fait que des 10 bornes, des sorties, tu vois, comme toi, quoi. Mais quand je pars à Paris, je fais 50 bornes, j'ai mal aux fesses à l'arrivée, comme toi, t'aurais eu mal aux fesses. Le lendemain, j'en ai fait 60, ça faisait mal au cul. Les 10 premiers jours, si tu veux, t'as mal, quoi. Mais j'y allais progressivement. J'entraînais mes genoux, mes muscles. Mais après, j'ai fait 50, 60, 80. Le 6e jour, j'ai fait 100 bornes. Mais tu aurais pu le faire avec moi, quoi. C'est ça que je te dis. N'importe qui aurait pu le faire avec moi. Par contre, là où ça peut flancher pour des gens, là où ça peut être dur, c'est psychologiquement. C'est là-dedans que ça se passe, quoi. C'est que dans la tête. Que dans la tête. Et quand t'as un pépin physique, bah là, t'es bloqué. Mais je veux dire, j'avais mal partout, mal aux fesses, mal aux jambes, mais c'est en pédalant que je suis devenu, entre guillemets, bon en vélo et que je suis devenu, que je me suis entraîné les jambes, les muscles, etc. C'est en faisant que je me suis entraîné. Par contre, c'est beaucoup psychologique parce que ça fait mal. Et c'est dur. Surtout avec l'apéro, les rencontres, partir le lendemain, faire 100 bornes. Et j'ai pris un rythme de 100 bornes par jour au bout de 6-7 jours, quoi. Ça allait très rapidement, même au bout du 4e jour, je crois.
Mais c'est dur, quoi. Mais la raison de fond pour laquelle je fais ce projet est tellement forte, entre la levée de fonds pour les enfants à Madagascar, l'envie de devenir comédien, acteur, l'envie de me lancer, l'envie de devenir artiste, devenir aventurier, était tellement forte, si tu veux. Sortie de dépression, j'avais tellement faim, j'avais tellement la dalle, quoi. J'étais tellement passionné par ce projet que psychologiquement, du coup, tu tiens, quoi. C'est que dans la tête, quoi. C'est comme un mec qui fait Roland-Garros demain, qui est passionné de tennis. Il y a pas un revers qui fait pas à 100%, le mec. T'as mal, mais c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Et la galère, c'est que du bonheur. Galérer dans un chemin que tu veux mener vers tes rêves, c'est que du bonheur. C'est dur, mais quel kiff, quoi. Et à vélo, c'est aujourd'hui encore très dur, hein. Je galère encore aujourd'hui, mais le corps s'adapte. Et le corps s'adapte beaucoup à l'effort. Euh, le corps, euh, le mental, quand tu contrôles ton cerveau, tu te rends compte que tu peux dépasser des limites que t'aurais jamais cru dépasser toute ta vie. Et c'est ça qui te pousse. Tu as des arrivées en Australie, Tour de France, je sais pas où est-ce que j'irai derrière, mais en fait, c'est step by step, quoi. Et justement, ça représente quoi pour toi le vélo? Le vélo, pour te dire la vérité, hein, j'ai jamais été passionné de vélo. Ça me faisait un peu chier d'ailleurs, je préfère le tennis, tu vois. Donc, aucune histoire avec le vélo, qui a été créé du coup en Australie. Et en fait, ce qui me plaît avec le vélo, aujourd'hui, le vélo, si tu veux, c'est un moyen pour moi de vivre et de communiquer, quoi. Enfin, c'est un moyen pour moi de communiquer le vélo. Le vélo, ça me permet de faire du sport à 100% déjà, me donner physiquement dans un sport à 10 000%. Et c'est un chemin, le vélo. C'est-à-dire que pour moi, c'est la vitesse parfaite entre la marche à pied et la voiture ou la moto. C'est tu sens les odeurs, tu galères dans les montées, tu profites des vues en haut d'école, tu rencontres des gens, c'est une vitesse à pied, tu vois, par exemple, tu rencontres plein de gens à pied. Bah, à vélo, tu vas un peu vite, tu rencontres plein de gens aussi. Et alors, vraiment un bonheur dans ce voyage à vélo où tu traverses très vite des paysages, quoi. Là, j'étais à Gex il y a 2 jours, quoi. C'était à 250 bornes. Enfin, il y a 3 jours, j'étais à Gex dans les montagnes. Là, je vais vers Strasbourg, après je vais à Dunkerque. Enfin, ça va hyper vite, quoi. Tu voyages quand même à une vitesse qui est quand même relativement élevée. T'es à 20-25 km/h et tu traverses les paysages, quoi. Moi, ce que j'aime dans le vélo, c'est les rencontres. Et aujourd'hui, c'est ma manière de communiquer. Et le vélo, c'est une liberté extraordinaire. T'as une liberté en vélo, comme quand tu vas courir, en fait, qui est folle, qui essaie de faire du sport, d'être dans la nature, tu vois. Et c'est une liberté qui est extraordinaire. C'est pour moi une manière de communiquer aussi, en rencontrant des gens, découvrant des cultures, des paysages, des régions, des plats typiques. Et en fait, le vélo, si tu veux, c'est beaucoup de choses à la fois, hein, mais c'est vraiment un moyen pour moi aujourd'hui de faire tout ce que je fais, quoi. De faire rire les gens. C'est comme si, bah, toi, pour faire des podcasts, tu as besoin d'un téléphone. Le téléphone est le moyen de communiquer. Le vélo, c'est un peu pareil. Dans ma vie de tous les jours à vélo, là, le vélo, c'est un moyen de communication, quoi. Les gens viennent te parler, je rencontre des gens. C'est vraiment un outil, quoi, qui est fou et c'est un outil de voyage qui est extraordinaire. Tu découvres plein de paysages, tu découvres plein de gens, tu fais du sport aussi, c'est dur, donc tu donnes physiquement. C'est beaucoup pour moi le vélo, hein, notamment avec ma blessure à la cheville qui m'empêche de courir, de faire des marathons, de faire des trails. Je peux nager, tu vois, mais le vélo, c'est avec la natation, c'est un sport que je peux faire à 10 000%. Et donc c'est très satisfaisant pour moi et c'est une manière de voyager que j'adore, quoi. Donc c'est tout ça le vélo pour moi et c'est aujourd'hui le Tour de France de l'apéro et ça en fait aujourd'hui un film sans que je sois cycliste, hein. Je suis pas du tout cycliste. Par contre, je pense que je referai des aventures à vélo, c'est sûr. J'en ferai pas toute ma vie, mais je referai des aventures, que ce soit du kayak, la marche à pied, et je pense qu'il y aura encore un peu de vélo dans l'avenir. Au final, c'est pas forcément le vélo en lui-même, mais c'est tout ce que ça apporte qui te Bien fait sûr, l'aimer finalement. c'est tout ce que j'arrive à dégager avec le vélo, tout ce que j'arrive à transmettre et tout ce que je reçois. Je reçois énormément tous les jours sur le vélo. C'est Là, tu vois, je suis hébergé chez une personne qui me suit là sur Insta et qui a rempli le formulaire à Mulhouse. Entre rencontrer les gens qui me suivent et qui sont toujours entre, je sais pas comment dire, mais entre le retour des gens, si tu veux, via les réseaux, des gens que je rencontre sur le terrain, et les gens que je rencontre qui me connaissent pas du tout, c'est extraordinaire ce que je reçois. Je donne beaucoup de moi et je donne beaucoup d'énergie, que ce soit de pédaler, lever des fonds, c'est de faire rire les gens, faire un film aujourd'hui, découvrir des métiers, des cultures, c'est beaucoup de choses. Mais c'est tellement passionnant, si tu veux. Je bosse jour et nuit, quoi. C'est-à-dire que le seul moment où je travaille pas, c'est quand je dors, en fait. Quasiment, quoi. Parce que je suis constamment avec des gens, constamment. En fait, je vis, quoi. C'est vraiment vivre au sens pur, quoi. C'est une improvisation qui est complètement. Je sais pas où je dors ce soir. Je sais pas qui je vais rencontrer aujourd'hui. C'est vraiment. Putain, tu vis, quoi. Je vis, mec.
c'est vraiment extraordinaire et c'est une aventure qui est vraiment qui est folle, quoi. Je donne beaucoup, mais je reçois beaucoup, toujours plus. Faut savoir donner sans recevoir. Mais mec, je reçois naturellement 10 fois plus que ce que je donne. Sinon, je tiendrais pas le coup. Sinon, clairement, je tiendrais pas. Physiquement, je tiendrais pas. Là, je sais très bien que le 13 décembre, quand je vais arriver à Paris, il y a ma soirée d'arrivée sur une péniche avec 800 personnes. Le lendemain, je vais être courbaturé, je vais pas pouvoir bouger de mon lit, quoi. Même si j'ai un repas de famille, je vais être épuisé. La fatigue va tomber quand tout va s'arrêter. Et ça, c'est psychologique. Je suis conditionné pour pédaler encore 1500 bornes là et arriver le 13 décembre. Et là, tout va lâcher. Les tendons, les muscles. Ça m'est arrivé en Australie, tu vois, quand j'avais fini le désert à vélo, mais j'étais mort à l'arrivée, mais mort. Quand je vais arriver à vélo, tu vas lâcher toute la pression, tout le, t'as fini quoi, c'est fini quoi, y a plus rien, c'est fini. Tu lâches tout quoi. Et psychologiquement, ton corps en fait te maintient. Je dors beaucoup. C'est ça que je sais pas, je me lève je me donne toujours 8 heures de sommeil, toujours. Il y a pas une nuit que je fais à moins de 8 heures de sommeil. Ça, c'est le seul truc que je m'accorde pour donner toute cette énergie et ces rencontres, ce vélo, c'est dormir. Dormir, c'est la clé, quoi. Je dors au moins 7 heures, 8 heures toutes les nuits. Et ça, c'est une règle que je me suis fixée et si je la faisais pas, je tiendrais pas. Entre tous les apéros, le vélo, les rencontres, les réseaux, les trucs, le film, les responsabilités du film, qui sont colossales, la soirée du 13, les paires de chaussettes. Si je dormais pas, gros, je pourrais pas tenir. Donc je dors. Je sais pas comment tu arrives à trouver le temps de dormir, mais ouais. Pour revenir aussi sur le vélo, au final, tu vois, c'est un moyen de transport et ça fait Ouais. complètement partie de ton voyage. C'est presque ton voyage, tu vois, le vélo. Et Mhm. j'ai l'impression, moi, tu vois, en ayant rencontré beaucoup de gens, que le transport, c'est devenu vraiment les journées que les gens détestent. Et même quand je leur pose la question, c'est quoi le jour que tu as le moins aimé de ton voyage, souvent c'est des journées de transport, des journées dans les bus, etc. Et j'ai l'impression qu'on a Ah un ouais. peu oublié que le voyage, c'était aussi le transport. Et il y en a qui, tu vois, qui partent en van, qui partent en bateau, en vélo, et c'est le voyage. C'est quoi un peu ton avis sur ça? Bah mec, quand tu prends en avion à 3 escales et que tu arrives en 40 heures à Singapour, évidemment que le voyage il te fait pas kiffer quoi. C'est jamais agréable de prendre l'avion, de prendre des bus avec plein de gens, c'est jamais agréable ça. Mais moi aujourd'hui, mon voyage c'est le voyage, c'est-à-dire c'est le transport quoi. Mon transport et le voyage, je fais que bouger d'un point A à un point B tous les jours. Tous les jours je suis d'un point A, je vais à un point B, je suis constamment dans le voyage. Donc en fait je suis constamment dans le transport quoi. Mais c'est pas du tout le même que l'avion ou le train quoi. En fait là moi c'est un voyage où je rencontre des gens. Quand t'es dans l'avion, t'as un mec assis à ta gauche, le mec à ta droite il te pète les couilles parce qu'il prend la coudoir alors que tu voulais prendre la coudoir depuis le début. Le mec devant il baisse son siège quand t'es en train de bouffer, t'as envie de lui mettre une droite. Donc en fait forcément t'es pas dans le même kiff quoi. Quand t'es dans le train, tout le monde est sur son ordi, t'as pas le droit de parler dans le train. Il y a 50 ans les mecs ils fumaient, ça papotait dans le train. C'était un lieu de rencontre le train. Aujourd'hui c'est plus ça. Aujourd'hui tu parles dans le train avec ton voisin, t'as le mec devant qui va dire s'il vous plaît vous pouvez pas parler moins fort. C'est les gens voyagent plus de la même manière. Il y a plus ce truc de rencontrer des gens. Il y a plus de parler au mec à droite que tu connais pas dans le train. Les gens, ils sont tous sur leur téléphone. Ils sont en train de bosser. Ils utilisent le train pour appeler des gens, bosser. Il y a pas ce côté kiff, quoi, dans le voyage. Il y a plus ce côté kiff. Bon, là, on voyage, on kiffe, quoi. On prend le train, venez, on kiffe ensemble. C'est, moi, j'ai toujours fait ça, tu vois, en avion, parler un peu, enfin, se marrer un peu avec les gens à côté, rencontrer des gens. C'est génial, le transport. Quand tu penses au transport, c'est le seul moment de ta vie, en vrai, où tu es dans un lieu, tu as 200 personnes différentes qui ont toutes des métiers différents, qui vont au même endroit que toi, mais pour des raisons complètement différentes. Mais c'est passionnant. Quand tu pars en Australie, putain, les mecs qui sont dans l'avion, personne n'a les mêmes raisons, quoi. C'est génial. T'en as, ils vont faire des road trips, t'en as, ils vont travailler, t'en as, ils sont en galère, t'en as, ils vont rejoindre un pote, t'en as, ils vont. C'est hyper inspirant, en fait. Les meilleures rencontres sont celles que tu fais dans le train, en fait. Je te jure. Mais quand tu vas parler à un mec dans le train qui va au même endroit que toi, tu vas écouter ce qu'il dit. Le mec, il va venir pour d'autres raisons qui vont t'inspirer et te donner des idées. Rencontrer les gens, tu peux le faire partout. Dans le moyen de transport, à l'arrivée, dans l'hôtel où tu vas, dans l'auberge où tu vas, l'activité que tu vas faire le premier jour. C'est que de l'impro, en fait. C'est la vie, quoi. Et il faut oser parler aux gens. Il faut oser dire bonjour au mec que tu connais pas dans le train. Parce que tu regretteras jamais de rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais rencontré de ta vie, quoi. Tu pourras jamais regretter. Ce sera peut-être pas un meilleur pote, ce sera peut-être pas un pote, mais tu apprendras toujours des autres. Que ce soit le mec sans abri qui a pas d'argent, le mec très riche dans le train, le contrôleur du train, mais n'importe qui, mec. Tout le monde a des histoires passionnantes et différentes. Tout le monde est. Moi aujourd'hui, si je suis passionné par ce que je fais, c'est que j'ai appris tellement de choses de gens tellement différents, mec. Que ce soit dans l'humour, que ce soit dans le voyage, que ce soit dans la manière de parler, que ce soit dans les valeurs, tu vois, avec les scouts, avec la religion, avec. Il y a plein de trucs différents.
Il y a plein de trucs différents. Il faut vraiment s'enrichir des autres. C'est comme ça que tu deviendras une grande personne. C'est en prenant de plein de gens que tu deviendras une grande personne dans ta vie et c'est en rêvant grand que tu deviendras grand, quoi. Donc faut oser. Ouais, et au final, c'est le cœur même de ton aventure, les rencontres. C'est le cœur de l'aventure. Ouais. Il y a le petit Mathis là qui a 12 ans qui est là, qui est le fils de Elodie qui m'accueille. Il a l'âge de mon petit frère, il me régale quoi. Les rencontres c'est tous les jours, c'est tout le temps, c'est au marché. C'est les apéros permettent justement de rencontrer tous ces gens. Apéro ou pas, tu vois, apéro c'est un gros mot, mais en vrai je fais beaucoup d'apéros, mais c'est là où les gens se rencontrent l'apéro. C'est là où t'as des groupes de potes. Hier j'étais à Montbéliard, je fais un marché de Noël, je fais 12 apéros. J'arrive à un apéro, les mecs m'invitent à une fondue, des jeunes de 23 ans qui sont kinés. Je parle du projet, les mecs, on se régale, on se marre, et t'as un mec d'un coup, il dit, mec, je viens avec toi ce soir à Mulhouse. Et on fait 65 bornes ensemble jusqu'à 23h30, quoi. Et le mec, on se connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève. Et on part à vélo ensemble, de nuit, avec 3 degrés, ressenti -2 à vélo, et on se marre, quoi. Et le mec kiffe le projet, puis il aime la levée de fonds, il aime tout ça, mais juste on se rend compte, quoi. Et je fais des rencontres, si tu veux, j'ai rencontré la femme de ma vie dans le cadre du Tour de France, quoi. En fait, j'ai rencontré des meilleurs amis, des super amis aujourd'hui dans le cadre de ce projet, des gens que j'ai rencontrés en 1 heure. En 1 heure, je suis devenu meilleur pote avec des gens comme je l'avais jamais été avec des potes depuis 10 ans. Mais c'est la folie de la rencontre, c'est la folie du voyage. Tu te remets à nu, en fait. Quand tu sors de ta zone de confort, quand tu voyages seul, tu te mets à nu devant des gens qui te connaissent pas. Donc t'as pas le jugement de tout le passé, t'as pas le oh bah Bébert t'es comme ça, oh bah Marco toi t'es comme ça. Non, les gens ils te connaissent là, dans le présent quoi, tu vois. Et ça n'arrive jamais dans la vie. Parce que dans ta zone de confort, les gens ils te connaissent depuis 2 ans. Mais quand tu quittes ta zone de confort, tu renais en fait. C'est comme si ta mère réaccouche quoi. Et tu réaccouches dans un autre lieu, et les gens te connaissent là, aujourd'hui. Et tu découvres plein de choses des autres et de toi, puisque le mec va te dire, putain, mais toi, t'es bon comédien, toi. Bon, t'avais jamais dit ça dans ta zone de confort. Mais là, le mec, comme il te découvre là, c'est de la pureté, quoi, dans la discussion. C'est pur, quoi. Putain, Marco, mec, t'es hyper empathique, t'es hyper gentil, tu vois. Et le mec qui dit ça que tu rencontres en 1 heure, et ben, mec, ça rentre tout de suite, quoi, tu vois. Et c'est les meilleures rencontres. Et c'est comme ça qu'on devrait rencontrer, enfin bref, c'est la folie. Moi, je vis des rencontres aujourd'hui et c'est le cœur du projet. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires, extraordinaires. Peu importe le métier, peu importe d'où tu viens, j'adore vraiment et d'être sur les réseaux aujourd'hui, de pouvoir avoir tous ces gens qui me suivent et justement qui me rencontrent sur le chemin. Mais j'apprends tellement des gens qui me suivent. Non, mais c'est génial, quoi. C'est vraiment le bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Et je trouve ça trop inspirant, là, juste ce qui s'est passé hier, de faire 60 km avec un inconnu en vélo. C'est ça la vie Mais, finalement. mec, c'est tous les jours depuis Nice. Mec, tous les jours depuis Nice, il y a un pélo qui me suit à vélo, mec. Et mon petit frère à Nice. J'ai un formulaire dans ma bio que les gens qui me suivent répondent. Il y a un tracking de mon vélo en live et les gens me. Il y a un mec l'autre jour, je sais pas, je pédale. Et là, je vois un gars, Bébert. Il était avec son vélo. Il me suivait, le gars. Il me suivait à ma trace et on a pédalé 2 heures ensemble. Et j'ai fait ça tous les jours depuis Nice, Briançon, là. Et même à Marseille. T'avais Céleste à Marseille, t'avais Mathilde, t'avais Marilou, Emeric. Enfin, mec, là, depuis 10 jours, je pédale tous les jours avec quelqu'un, quoi. Est-ce qu'on se fait la dernière étape ensemble? Mais avec plaisir. Mais viens au Havre, le Havre-Paris ou 100 km avant Paris, tu fais l'arrivée. Moi, le but, c'est qu'à l'arrivée, il y a des gens qui pédalent avec moi vers la Tour Eiffel, quoi. Et qu'on arrive tous ensemble à la Tour Eiffel. Ce projet n'est pas lié à moi, si tu veux. C'est pas moi, l'ego. Je veux pas être. Forcément, c'est moi qui me prends en vidéo, etc. Mais ce que je partage dans ce projet, c'est ce que je sais faire, essayer de faire rire les gens, transmettre des choses. Mais c'est les autres, quoi, qui font vivre ce projet. C'est pas moi, quoi. Donc, moi, l'idée, c'est que les gens pédalent avec moi, c'est rencontrer des gens. Donc, pédale avec moi avec grand plaisir pour l'arrivée, ça y a pas de souci. Allez, ça part. Et Ça justement, part. avec toutes les personnes que tu as rencontrées comme ça, est-ce qu'il y en a vraiment une qui t'a profondément marqué? Plein. Ouais, t'as beaucoup de gens qui m'ont, énormément de gens qui m'ont inspiré, des rencontres toutes les rencontres me marquent, toutes. T'en as à qui je garde des liens forts. Il y en a plein sur ma route. Des mecs de 40 ans, de 30 ans, de 35 ans, de 25 ans, des nanas, mais n'importe qui. La rencontre marquante, c'est d'avoir rencontré Lucie. Lucie, je l'ai rencontré, en fait, j'ai fait le Tour de France jusqu'à la fin juillet. Je suis retourné voir Simon, qui est un ancien comédien que j'ai rencontré en Bretagne dans le Tour de France. Et je suis parti le voir 2 jours. Et en emmenant ses filles au club de voile, je tombe sur Lucie. Et dès le premier regard, je dis à Simon que c'est la femme de ma vie. Et ça l'est aujourd'hui, on est ensemble depuis ce jour-là, quoi. Et
Si j'avais pas rencontré Simon au Tour de France, j'aurais jamais rencontré Lucie, quoi. Et donc la meilleure rencontre, si tu veux, j'ai envie de te dire, c'est Lucie et c'est Simon, quoi. Et Lucie, c'est la femme de ma vie aujourd'hui. Enfin, c'est extraordinaire. On vit de manière là, elle est avec moi aujourd'hui, là. Elle est là, elle est venue me faire une surprise. Elle a loué un camping-car, elle est venue en surprise à Annecy. Elle a débarqué devant chez une personne qui m'accueillait, avec gros apéro, un mec qui me suivait. D'un coup, il me fait, j'ai une surprise, il ouvre la porte, il y a Lucie qui débarque et on fait 5 jours ensemble de folie. Là, elle a rendu le camping-car et elle est en voiture avec l'équipe de tournage. Et elle repart là, dans 1 heure, là. Mais c'est la rencontre. J'ai rencontré la femme de ma vie, je suis sorti d'une rupture amoureuse en février, tu vois, février-mars, juste après ma dépression. Enfin, de ma dépression, j'aime pas trop ce mot, mais enfin, le moment où j'étais pas bien, quoi. Où je me retrouvais pas trop. Ce qui arrive à tout le monde, hein, ce qui est tout à fait normal dans une vie. Faut pas avoir honte, hein. Je suis très fier de ce moment-là, moi. De se relever de ça. Et tout le monde se relève d'une dépression, donc faut jamais sombrer là-dedans, faut toujours voir le positif dans tout ça. Et voilà, et avec des rencontres, j'en fais tous les jours et elles sont toutes extraordinaires. Mais Lucie, ouais, c'est la meilleure rencontre, ouais. Au final, toi, tu as voyagé un peu partout en Australie, etc. Pourquoi c'était important pour toi de faire ce projet-là en France et de redécouvrir un peu ton pays? Bah, ce que je te dis tout à l'heure, dans la manière dont je me suis lancé, c'est que je voulais vraiment pas quitter la France, plus aller à l'étranger tant que j'avais pas fait le tour de France. Je voulais vraiment découvrir mon pays, découvrir les gens, la culture, les paysages. La France est tellement, je te le dis aujourd'hui, hein, parce que là, j'ai fait quand même, je suis à 4500 kilomètres là. La France est d'une diversité extraordinaire en termes de paysages, de culture, de religion, de tout, quoi. Et surtout, hein, parce que je sais que les gens voyagent beaucoup aussi pour découvrir d'autres paysages et d'autres cultures. Il y a plein de cultures différentes en France, tu vois, là, je suis en Alsace, tu vois, ça n'a rien à voir avec Nice. Enfin, il y a une culture dans chaque ville où je vais, quoi, chaque région, chaque département. Il y a vraiment quelque chose en France, il y a une diversité qui est folle, et surtout dans les paysages, quoi. C'est un truc de fou. Et les gens, je pense, s'en rendent pas compte. Beaucoup, hein, enfin, moi le premier, hein, j'avais beaucoup voyagé en France avant, enfin, j'avais quand même pas mal bougé, mais je me rendais pas compte à ce point-là. Entre le Nord, la Bretagne, les côtes bretonnes, qui sont magnifiques, la côte ouest, qui est magnifique, les Pyrénées, qui sont des paysages extraordinaires, le sud, de Perpignan à Nice, c'est juste magnifique. Les gens sont tous différents partout où tu vas. Il y a de la culture partout où tu vas. Il y a des paysages complètement différents, quoi. C'est juste génial. Entre le Jura et la Bretagne, 2 mondes. Entre Nice et la côte ouest, c'est 2 mondes. La côte ouest, c'était canon. Les Pyrénées, j'en parle pas. De Perpignan à Nice, Marseille, toutes ces villes côtières qui sont magnifiques. Les Alpes, de Nice à Gex, c'est les paysages. Tu passes de la mer à la montagne, à la côte rocheuse, à la côte sablée, aux grandes plages de sable, aux petites criques de sable, à la mer bleue, à la mer turquoise, à la mer bleu foncé, à la mer. Il y a tout, quoi. Il y a tout en France. Il y a tout en France. La France, c'est le meilleur pays du monde. Et ça, j'en suis convaincu aujourd'hui, quoi. La France est le meilleur pays du monde. Et ça, c'est clair. Par contre, il y a plein d'autres choses à voir. Ça, tu vois, ça, je peux pas le nier, hein. J'ai envie d'avoir plein de choses en Europe. Il y a plein d'autres cultures, plein d'autres paysages. Mais la France est pour moi le plus beau pays du monde en termes de culture, de paysages, de rencontres, de gens, c'est fou tout ce qu'il y a en France. Tu peux skier, tu peux aller nager, tu peux aller, enfin, il y a tout, quoi. Et là, je suis aujourd'hui dans les Alpes, là, je remonte vers Strasbourg. Le Nord-Pas-de-Calais, ça va être fou. Il y aura plein de paysages entre Strasbourg et Metz, tu vois, des paysages complètement différents. Il y a tout, quoi. La montagne, les lacs, le ski, mec, j'en ai plein les yeux tous les jours. Tous les jours, j'en ai plein les yeux, tu vois. C'est, donc la France est belle, quoi. Et les Français sont beaux. Il n'y a pas que les paysages qui sont beaux, il y a aussi les Français, quoi. Ça, les gens l'oublient un peu. Il y a on parle moins un peu aux gens aujourd'hui. On est plus réticents. Les Français sont accueillants. Les Français sont généreux. Les Français sont drôles. Il y a évidemment plein de dérapages, tu vois, qu'on connaît, quoi. Il y a tu regardes les infos, il y a plein de merde en France. Il y a plein de merde. Mais va toquer à la porte du voisin, je te jure, les gens sont incroyables. Les Français sont incroyables. Est-ce qu'il y avait un a priori que tu avais sur la France et qui s'est avéré faux avec ton tour? J'ai pas eu d'a priori moi, mais moi, beaucoup de gens me l'ont dit, beaucoup de gens de mon entourage qui m'avaient vu faire l'Australie m'ont dit, tu verras en France, les gens seront pas aussi accueillants, t'arriveras pas à trouver tous les hébergements que t'as vu en Australie, il y aura moins cette folie que t'as en Australie. Moi, j'étais persuadé que non, mais je m'étais dit, ouais, ce sera peut-être un peu différent, mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Dès le premier jour, hein, où je dors chez un couple de grands-parents incroyable, hyper calme. Là, je me suis dit, mais en fait, ça va être extraordinaire, quoi. Et après, c'est parti, 4 apéros, 5 apéros. J'ai dormi chez l'habitant tous les soirs. J'ai fait quelques nuits à l'hôtel pour me reposer parce que moralement, c'est énormément d'énergie que je dépense. Donc, j'avais besoin aussi parfois de nuits où je dors, quoi. Et je rencontre pas de gens. C'est bien important de se retrouver un peu seul, quoi.
Mais j'ai fait quelques nuits, pas beaucoup, hein, mais je dormais chez l'habitant tout le temps. C'était l'opposé, quoi. Et j'ai prouvé le contraire. J'ai prouvé que les Français sont accueillants, sont généreux, sont drôles, sont adorables, voilà, j'ai fait que des rencontres extraordinaires sur ma route, quoi. Les étoiles m'ont emmené vers des gens, tous autant qu'ils sont, différents et extraordinaires, quoi. Donc vraiment, les a priori, c'est les gens qui les avaient sur mon projet. Moi, j'en ai pas eu. Et le contraire s'est avéré, quoi. La France est incroyable. Les Français sont, quand tu vas vers les gens, tu reçois tellement. En fait, faut aller vers l'autre, quoi. Faut dire bonjour, faut oser demander de l'aide, faut oser y aller, quoi. Et quand tu parles aux gens, tu te rends compte que les gens sont généreux, les gens sont gentils, les gens sont drôles, les gens sont accueillants, les gens sont inspirants. Et les Français sont extraordinaires dans chaque région où je suis allé, quoi. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quoi ton plus beau souvenir de la France, que ce soit culturellement, que ce soit un paysage, le jour qui t'a marqué? Bah, après, tu sais, il y a eu plein de défis différents. T'as eu le col du Tourmalet avec 35 kilos en bikini léopard. Faire le Tourmalet en léopard avec un vélo de 40 kilos, bah ça marque, quoi. Je pourrais pas choisir une zone en France, c'est impossible. Les gens sont tous extraordinaires, les paysages. J'ai adoré les paysages des montagnes, de la mer, des Pyrénées, de la Bretagne. Tout, en fait. Tout est beau, quoi. Je suis passionné de montagne, de mer, de sable, de plage de sable. Mec, tout est, franchement, c'est vraiment beau, quoi. Tout est vraiment beau. J'ai des souvenirs marquants. Et moi, les souvenirs qui marquent le plus, c'est les rencontres que j'ai fait dans les endroits. Et les endroits pas ouf, tu vois. Moi, j'étais à Galician. Galician, c'est un village. C'est beau, hein. C'est pas la grande montagne, mais les gens étaient tellement extraordinaires. Les taureaux, la culture sur le taureau, sur l'apéro là-bas, sur tout, quoi. C'est des rencontres qui m'ont marqué, par exemple. Mais c'est pas la zone la plus belle en France, en soi. Galician, en termes de paysage. T'as les Pyrénées, t'as la Bretagne, t'as plein d'autres trucs beaux. Mais c'est les rencontres qui marquent des endroits où je suis allé. Et les endroits qui m'ont marqué en paysage, c'est souvent les cols. Les cols, sentir haut dans la montagne, être en communion avec la nature. Ça, c'est les endroits en paysage qui m'ont marqué quand t'es seul dans la nature, avec des montagnes en France. Ou même des routes auprès d'un fleuve, au cours d'une rivière. Dans les Alpes, c'est extraordinaire. De nuit, avec la lune qui m'éclairait la nuit, j'avais pas de lumière dans les Alpes. Je pédalais jusqu'à 1h du mat. Encore il y a 2 semaines. Mec, c'était extraordinaire. Sous moins 4 degrés, là, il y a 10 jours. Lac Serponçon, j'ai fait 4 cols en une journée, mec, c'est fou, quoi. Franchement, c'est extraordinaire. Bah écoute Bébert, je pense que c'est la meilleure fin possible. C'est un beau message que tu transmets. Merci en tout cas pour le podcast. Est-ce qu'on peut te retrouver, suivre tes aventures quelque part? Ben, on peut suivre donc les aventures sur Instagram aujourd'hui, Bébert en galère, BEBER. Sinon, aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est qu'on fait un film qui sera à voir dans les salles de cinéma l'année prochaine. On compte faire le Grand Rex en septembre 2025 et des grandes salles de cinéma partout en France avec ce film qu'on est en train de réaliser là. Il y a un réalisateur, un ingé son, il y a une cadreuse qui me suivent tous les jours. Les aventures sont sur Instagram aussi. Il y a la soirée d'arrivée le 13 décembre à Paris, sur la Péniche. Il y a déjà 200 places qui ont été prises. Il reste 600 places, ça va être une soirée extraordinaire sur la péniche Le Flot le 13 décembre à mon arrivée en bikini léopard à la fin du Tour de France de l'apéro. Tout est dans ma bio, les dons pour les enfants à Madagascar, la soirée sur la péniche, la paire de chaussettes et me suivre. Voilà, c'est la meilleure manière de me soutenir aujourd'hui. Trop cool. Et en plus, il faut que j'y aille, faut que je parte pédaler. Ouais, c'est ça en fait, c'est que toi, dans 5 minutes, tu es sur le vélo. Là, je suis sur le vélo, surtout que je suis chez l'habitant et il part en fait. Donc, il faut que je quitte l'habitant. Mais en tout cas, merci pour le podcast, Marco. Et j'ai envie de te dire, chaud d'en refaire un à l'arrivée pour le retour un peu sur la fin du projet, quoi. Sur la soirée, sur tout ça, quoi. On fera une vidéo ensemble, mais en vrai. On signe. Et tu viens à la soirée du 13 décembre, Marco. T'as pas le choix de venir. Rejoignez-nous le 13 décembre avec Bébert. Voilà, sur la péniche. Faire un énorme apéro. Sur la péniche. Ça me plaît. Allez. Ça me plaît. Merci pour tout, Marco. Hein. Et quand on veut, on peut. Ça, c'est ma phrase, ça. Quand on veut, on peut. Let's go. Et le bonheur, c'est être et oser d'être. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, tu peux t'abonner et mettre 5 étoiles au podcast. C'est ce qui m'aide le plus. Ciao.